Bonjour. Après la brillante prestation du général Hunsinger et son second, le général Gransart à Cédron, le général Guderian a pu franchir la Meuse, donc percer le fond du piège que le général Gamelin lui avait tendu à la sortie des Ardennes. Nous verrons dans un prochain film traitant du plan d'île français tous les détails de ce piège. En attendant, intéressons-nous aux exploits du général Martin, à qui revenait la lourde charge de permettre au général Rommel, l'autre officier frondeur du comte de Fay, de passer à son tour la Meuse, mais cette fois à Dinant et à Givet, situés à 70 km au nord-ouest de Sedan. Là encore, je vous éviterai les pesants détails historiques et l'analyse de tous les mensonges habituels pour vous offrir un condensé des diverses trahisons mises en œuvre entre le 13 et le 15 mai. Car toute l'affaire s'est passée en 6 temps. Le premier mouvement est orchestré par le général Georges, qui, depuis son quartier général de la région parisienne à la Ferté-sous-Jouarre, va tarder à envoyer au général Corrat, commandant la 9e armée, les camions nécessaires au transport de ses troupes. Résultat, pour ce qui concerne le 11e corps d'armée du général Martin, qui doit tenir la Meuse depuis Dinant en Belgique jusqu'à Givet en France, la 18e division d'infanterie va parcourir 100 km à pied pour arriver sur ses positions. De plus, elle ne dispose que de 60% des camions nécessaires au transport de ses approvisionnements. Il lui manque également plusieurs centaines de chevaux pour tirer son artillerie. Quant à la troupe, bien que de classe A, elle manque d'instruction et d'entraînement. Autre problème de taille, alors qu'une division devrait tenir un front maximum de 5 à 6 km, elle devra en tenir 20, avec, comme seul point fort, un blocos léger comportant un canon de 47 mm installé par les Belges. Or, cet unique canon de 47, elle n'a que 18 canons anti-chars de 25 mm au lieu des 48 prévus par le règlement. De plus, elle n'a aucune DCA et il lui manque plus de la moitié de ses obus de 75. Enfin, cerise sur le gâteau, les estafettes qui doivent relier les différentes unités pour porter les messages ne disposent que de 3 motos. Pas vraiment l'idéal pour affronter les 546 Panzer des 5e et 7e Panzerdivision entraînés par le général Rommel. Pour ce qui concerne la 22e division, qui constitue la seconde partie de ce 11e corps d'armée, elle est à peu près aussi mal lotie. Inutile donc de citer ses carences. Vous trouverez tous les détails concernant ces 2 divisions dans les ouvrages parus sur le sujet. Quant aux renforts destinés, comme sur la Meuse de Sedan, à venir secourir plus vite ce 11e corps du général Martin, la plupart subiront des retards au départ. Plus différents contre-ordres, et finalement, une seule division parviendra à rejoindre les 18e et 22e, mais trop tard. Posons-nous en ce cas la question n'ayant jamais intrigué aucun historien, mais qui pourtant vient naturellement. Qui? Alors que le plan Manstein est connu depuis le mois de février et que le général Gamelin a, tout comme à Sedan, tout prévu pour stopper les Allemands sur la Meuse, qui peut bien être responsable de cette gabegie? Qui peut bien avoir négligé ainsi la préparation de ces 2 divisions essentielles? Qui a omis de leur donner les camions nécessaires à leur déplacement jusqu'en Belgique? Et la réponse est connue de tous. Les différents inspecteurs en charge de veiller au bon approvisionnement des troupes. Ce qui amène la seconde question. Sous l'autorité directe de quelle instance supérieure était-il? Et là encore, les historiens connaissent la réponse. Sous celle du général Georges, commandant en chef sur le front du Nord-Est, auquel appartenait la responsabilité de veiller à la bonne exécution du plan établi par le général Gamelin. Ceci précisé, voyons la seconde phase de la trahison. Vous remarquerez sur cette carte que parce qu'ils sont contraints de suivre les routes étroites des Ardennes,
et à cause des lacets que fait la Meuse entre la Belgique et la France, les Allemands vont devoir franchir la Meuse 2 fois de suite avant d'arriver en France à Givet. Donc, si on veut leur laisser le passage, il faudra s'écarter 2 fois. Une fois à Dinan en Belgique et une fois à Givet en France. Et c'est très exactement ce qui va arriver. Une suite d'ordres de retrait, sous prétexte cette fois de coup de folie, pour ce qui concerne le général Béziers-Lafosse, commandant la 22e division, puis de manque d'effectifs, pour ce qui concerne le général Dufay, commandant la 18e division. Ces 2 positions fortes sur la Meuse vont être abandonnées à l'aube du 14 mai. Nous n'entrerons pas, une fois de plus, dans les détails de cette seconde phase de la trahison, ceci pour 3 raisons. D'abord, parce que les responsabilités des uns et des autres sont difficiles à cerner. Ensuite, parce que le général Dufay ne semble pas avoir trahi, mais avoir été contraint de suivre le mouvement en retrait de la 22e division d'infanterie. Enfin, parce que vous pourrez prendre connaissance de tous les détails dans les ouvrages d'historiens déjà parus ou à paraître. Je vous propose donc plutôt de vous intéresser ici aux 3 dernières trahisons beaucoup plus spectaculaires. Pour cela, revenons au matin du 14 mai. En apprenant la nouvelle de cette retraite générale sur les 2 fronts de son 11e corps d'armée, le général républicain Corap, commandant la 9e armée, réagit immédiatement. Il est furieux et intime à 6 heures du matin au général Martin d'organiser immédiatement une contre-attaque pour reprendre les rives de la Meuse et ces 2 villes tout aussi importantes que l'était Sedan. Pour soutenir les 18e et 22e divisions d'infanterie, il a commandé à tous les renforts prévus de venir au plus vite sur zone. Ainsi, le 14 mai à 10 heures du matin, au moment où Corap quitte le QG du général Martin, la situation est la suivante. L'excellente 4e division nord-africaine est en train de se placer au point faible entre les 18e et 22e divisions d'infanterie. 2 divisions légères de cavalerie appartenant à la 9e armée, de retour de Belgique, sont également reparties en soutien. Au nord de Olbastia, la 5e division d'infanterie portée française a stoppé les divisions d'infanterie et une partie des panzers de la 5e Panzerdivision. Enfin, et surtout, on annonce l'arrivée imminente de la 1re division cuirassée commandée par le général Bruno. Ces puissants chars B1 ne devraient faire qu'une bouchée des quelques panzers allemands qui ont réussi à passer la Meuse à Dinan. En 2 mots, même si les berges de la Meuse ne sont pas encore reconquises, le front est rétabli et il tient bon. Tout comme ceux du général Lafontaine à Sedan, les hommes du général Corap n'ont pas l'intention de laisser le passage. Ils sont plus nombreux et attendent encore d'autres renforts envoyés en urgence par le général Gamin. Ainsi, si tout va bien, dans la soirée et le lendemain, les Français pourront repousser les Allemands au-delà de la Meuse et reprendre leur position. C'est ici que le général Martin va ouvrir en grand le second battant de la porte devant le général Rommel. En effet, tout comme le général Gransart à Sedan, voici que le général commandant le 11e corps apprend, vers 18 heures, une nouvelle étonnante et fausse. Des panzers auraient franchi la Meuse non loin de Givet. Aussitôt, sans prendre le temps de vérifier l'information et sans en référer au général Corap, il demande à ses généraux de le rejoindre. Puis, à 20 heures, leur donne l'ordre de sa propre initiative d'interrompre la contre-attaque en cours et de faire demi-tour. Je précise qu'aucun char allemand n'avait traversé la Meuse à hauteur de Givet. D'autre part, aucun char cagoulard des sections spéciales n'est intervenu ce jour-là sur le front du 11e corps pour semer la confusion en attaquant les défenseurs. Nous pouvons donc affirmer que le général Martin a contrevenu aux ordres et retiré ses troupes en partant d'une fausse information non vérifiée. Encore plus fort que le général Gransart la veille, car lui, au moins,
avait l'excuse d'avoir vu des chars ennemis. Voilà pour la 4e trahison. Venons-en à la 5e, la plus évidente, et pourtant la plus invisible aux yeux des historiens. Vous vous souvenez que parmi les renforts annoncés se trouvait la 1re division cuirassée du général Bruneau. Le problème est que lorsque le général Martin annonce à tous ses autres généraux qu'il va leur falloir reculer pendant la nuit pour se porter en seconde ligne à une 30aine de kilomètres au sud, il n'en informe pas le général Bruneau, qui, confiant dans les ordres que lui a donnés Martin l'après-midi même, prépare toujours sa contre-attaque pour le lendemain matin. Ainsi, alors qu'il passe la nuit à réceptionner ses chars et à les placer en position d'attaque pour le lendemain à l'aube, Martin, de son côté, fait évacuer les divisions d'infanterie qui devaient le soutenir, l'abandonnant à son sort. Résultat, le lendemain matin, le général Bruneau, stupéfait, va découvrir qu'il est resté seul en avant de la ligne de front française, sans soutien, sans approvisionnement, sans essence. Et vous imaginez le massacre au cours de la journée du 15 mai, puisque les tankistes français, à court d'essence et de munitions, vont être contraints de saboter leurs propres chars, tandis que les Stukas achèveront les derniers survivants. Ce qui nous amène à la 6e trahison contre la 9e armée du général Corap, celle organisée par le général Tétu, commandant l'armée de l'air française sous la haute autorité du général Georges. En effet, celui-ci n'enverra aucun avion soutenir la 1re division cuirassée du général Bruneau. Et vous conviendrez que dans ces conditions, seul un miracle aurait pu sauver la meilleure division française de chars lourds. Sauf que les bonnes intentions du ciel ne concernaient que les Allemands. Enfin, dernière information concernant cette 1re division cuirassée du général Bruneau. Le général Gamelin ne fut pas informé de son sort avant le 15 au matin. Et personne, depuis 80 ans, ne s'est apparemment intéressé de savoir pourquoi elle avait été abandonnée seule en arrière du front. Ni les militaires, ni les historiens. Voilà 80 ans que tout le monde constate, sans chercher à en savoir plus. On constate, c'est tout. Sauf les historiens révisionnistes, bien entendu. Soit une nouvelle démonstration de la parfaite ordonnance du secret de famille. Et heureusement pour les Allemands, parce que nous allons voir dans le prochain film qu'avec un plan aussi ahurissamment stupide que le génial plan de Manstein, ils n'auraient jamais franchi la Meuse. Et la guerre s'arrêtait là. Donc à très vite, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole.